et l'environnement jusqu'à la catégorie junior, il est pas le même qu'en senior, quoi. En senior, on entre dans une arène où c'est des loups, quoi. Et quand on performe en jeune et qu'on a des médailles, qu'on arrive sur notre première année senior et qu'on gagne pas un match en senior, ou très peu en tout cas, on comprend pas, quoi. Croire en soi, bien s'entourer. Il y a toujours le facteur chance aussi dans la carrière d'un sportif. C'est fait de rencontres et des fois il y a des gens qui vont tendre la main et il va falloir avoir la lucidité de la saisir ou pas. Bonjour à tous, ici Renan Bronchard sur la clé du succès. Alors, il y a des choses qu'on pense inaccessibles. Alors, battre un record du monde à presque 40 ans, gagner 8 médailles olympiques, être 12 fois champion du monde, permettre à une équipe en quête de résultats de tout gagner, ou devenir la première femme championne d'Europe, championne du monde, championne olympique la même année. Eh bien, il y a des personnes qui y sont parvenues. Et le but du podcast est de décrypter les clés de leur réussite pour vous inspirer, vous aider à casser vos barrières, vous accompagner dans vos objectifs, connaître en quelque sorte leurs recettes qui leur ont permis d'atteindre un réel succès ou tout simplement vous permettre d'en savoir un peu plus sur eux. Alors je vous propose 3 formats sur le podcast. Celui d'origine pour discuter avec les personnalités qui entourent les athlètes. Entraîneurs, mentors, kinés, préparateurs mentaux, sportifs, nutritionnistes qui dans l'ombre font briller les sportifs que nous connaissons tous. Ensuite, les portraits d'athlètes où on partira à la rencontre des sportifs à succès qui s'entraînent dur et qui relèvent chaque jour des défis de plus en plus grands. Enfin, le dernier format reconversion où on parlera avec d'anciens athlètes de haut niveau qui nous ont marqués et qui sont passés à autre chose. On retracera leur parcours et surtout, on découvrira comment et dans quoi ils se sont reconvertis. Alors, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour être au courant du nouvel épisode qui sort toutes les 2 semaines, le mercredi matin. Et une dernière chose, vous êtes très très nombreux à écouter le podcast, mais peu à en parler autour de vous. Donc la première chose, si vous avez un iPhone ou un Mac à portée de main, allez maintenant mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et un commentaire gentil. Ça vous prend même pas 1 minute, top chrono à partir de maintenant. Mais ça m'aide beaucoup pour convaincre de nouveaux invités à venir sur le podcast et vous proposer un contenu toujours au top. La seconde, parlez du podcast sur les réseaux, je vous repartagerai, ou parlez-en à au moins 3 personnes autour de vous. Ils seront contents de découvrir un nouveau podcast qui vous a plu. Allez, je vous souhaite une très très bonne écoute et j'espère que ces échanges vous inspireront autant qu'ils m'ont inspiré à les enregistrer. Eh bien, bonjour Emmanuel Lenon, merci d'être venu sur le podcast. Bonjour Ronan. Si tu veux, pour mettre les auditrices et auditeurs dans le contexte, je vais essayer de te présenter du mieux que je peux et puis tu me diras si c'est bon et puis on commencera après par la suite notre discussion. Avec plaisir. Alors Emmanuel, tu es coach sportive et préparatrice physique de haut niveau auprès de la Fédération Handisport de tennis de table depuis juin 2018 où tu accompagnes notamment Kanka Sompfou, Fanny Bertrand et d'autres, on en parlera tout à l'heure. Mais tu as aussi, en plus d'entourer des athlètes de haut niveau, ton propre parcours de pongiste de haut niveau en parallèle. Tu passes 3 ans en équipe de France avec des médailles en championnat français, vice-championne d'Europe universitaire, une participation au championnat du monde. Mais tu es surtout une grande passionnée de sport et de tous les sports. La course à pied, du tennis, natation, équitation, motocross et bien sûr le tennis de table. Alors avant de savoir quel est ton rôle à la Fédération Handisport de tennis de table, j'aimerais savoir à quel âge il faut commencer le tennis de table si on veut devenir une ou un pongiste hors pair. Et toi, à quel âge tu as commencé ? Alors, je vais répondre à ta question. Je pense comme tous les sports, plus on commence tôt et plus on aura de chances de performer. Moi, j'ai commencé à 7 ans à la maison. On avait une table que mon père avait confectionnée et entre les repas, on jouait et après, c'est parti comme ça. Ok. Non, parce que je te pose cette question parce qu'on voit souvent, je sais pas, c'est peut-être une image, mais on a vu tous des reportages en Chine où ils commencent à 2-3 ans C'est ça. le ping-pong à jouer. Est-ce qu'il y a vraiment, je parle de ping-pong, mais bon, tu me diras d'ailleurs, est-ce que d'ailleurs on dit ping-pong, tennis de table, qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que ça se dit ping-pong quand même ou pas? Oui, moi, je dis ping-pong et en général, les pongistes, on dit qu'on fait du ping et après, c'est vrai, Ok. on dit tennis de table pour se sentir légitime par rapport aux autres sports, mais franchement, on dit ping ou ping-pong, il n'y a pas de souci.
OK, bon, bah, top. Bah, du coup, ouais, est-ce que c'est une image qu'on se donne ou est-ce que si on commence tôt ce sport j'ai l'impression que particulièrement ce sport, alors il y a beaucoup de sports où on peut commencer tôt, mais j'ai l'impression que ce sport particulièrement, plus on commence tôt, hem, pas mieux ce sera, mais plus on sera meilleur, je sais pas. Est-ce que Ah bah, si, si, c'est faux? Est-ce que c'est c'est juste c'est une image? oh non, non, c'est une bonne image. Le truc, c'est qu'en Chine, le président de l'époque, il y a 20 ou 30 il y a 30 ans, a décidé de faire, du tennis de table le sport roi et du coup, ils se sont organisés pour, conditionner leurs, athlètes le plus tôt possible et en fait, les Chinois, les jeunes Chinois, s'entraînent, genre vers, 5-6 ans, et ils apprennent juste les déplacements pendant 1 an et ils ne touchent pas la raquette. Donc du coup, OK. après, en France, on va dire que nous, c'est le plaisir avant tout. On commence un sport pour, le plaisir et du coup, bah, on a quand même pas mal de retard à rattraper. Après, on a d'autres qualités que les Chinois. Je parle des Chinois parce que c'est les meilleurs au niveau mondial, hein. Ouais, Mais, ouais, bien sûr. mais du coup, on n'a pas du tout, la même culture et le même rapport au sport, donc voilà. Ouais, mais alors ouais, c'est fou et comme tu dis, c'est bien que quand même on garde un côté humain finalement dans le sport et c'est peut-être ça qui fait aussi qu'on est bon dans beaucoup de sports. Hem, toi, alors j'ai cité plein d'autres sports avant. Oui. J'ai cité, tennis, natation, équitation, motocross. Je sais pas si tous ces sports, c'est vrai que tu les pratiques ou pas? C'est ce que j'ai cru, lire, entendre, voir pendant que je préparais cette interview. Pourquoi le ping-pong et pas tous les autres sports que j'ai cités plus haut? Qu'est-ce qui t'a fait, on va dire, kiffer dans ce sport? Bah, la particularité du ping, c'est que quand en général on commence, soit on déteste, on n'accroche pas du tout parce qu'on met pas de balle sur la table et on passe direct à un autre sport, soit on adore et on est presque à dormir avec notre raquette le soir quand on est petit parce que je sais pas, au niveau des sensations, ça procure énormément de choses et bah moi ça a été le cas. C'est mes cousins qui ont dit à mon père de venir, les dépanner sur un match, sur une compétition. Je l'ai suivi et après, bah, j'ai jamais décroché et aujourd'hui, bah, à 33 ans, je suis encore dans les salles de ping et ça, c'est ça fait plus de 25 ans, ça fait beaucoup. Et ouais, complètement et qu'est-ce que t'aimes concrètement dans le sport? Qu'est-ce qui te tu vois, Ben, c'est un sport où il y qu'est-ce que tu a trouves super, quoi? bah, c'est, un sport, physique, il y a beaucoup de stratégie. Moi, je fonctionne aux sensations donc faut que les sensations dans la raquette soient bonnes. Et ce que ça procure quand on arrive à mettre, la balle sur la table, faire plein d'échanges, c'est assez, inexplicable, en fait et du coup, je pense que c'est pour ça que je continue. Il y a une dualité, c'est un sport d'équipe aussi donc il y a plein de choses qui entourent ce sport et je pense que c'est pour ça que j'ai pas encore raccroché la raquette. Mais c'est ouais, bah, alors je peux pas dire le contraire parce que alors, quand dans ma précédente expérience, pro, j'étais dans une Oui, start-up où on avait une table de ping-pong et OK. c'est vrai que on y passait toutes nos pauses et c'est vrai que c'est addictif comme sport. Voilà, c'est ça. C'est le terme. C'est le terme. Et Ouais, ouais. alors tu as eu un parcours, assez atypique comme tu l'as dit, tu as commencé comme tu as dit à suivre ton père dans une première compétition et tu commences d'abord avec ton père du coup le ping comme tu dis, Oui. en dehors des grosses structures au début de ta carrière. Est-ce que Oui. ça a été un avantage ou un inconvénient? Tu l'as vécu comment? Et est-ce que c'est encore possible aujourd'hui de le faire comme ça en dehors d'une grosse structure? Bah, le truc, c'est que moi, durant toute ma carrière, j'ai plutôt été en marge. Dans les catégories jeunes, je faisais partie des meilleurs au niveau français. Euh, Après, je m'entraînais beaucoup. Mes parents ont été, enfin, on a eu beaucoup de chance avec ma sœur. Ils nous emmenaient 3 fois par semaine à 30 minutes de la maison pour s'entraîner. Les week-ends, les compétitions. Enfin, notre vie était tournée autour de ça. Ça prenait beaucoup de temps et à l'âge de 13 ans, bah, ça faisait déjà 5 ans que je jouais et que je m'entraînais quand même pas mal et j'ai arrêté pendant 1 an. C'était trop. OK. On m'a proposé de rentrer au Pôle Espoir de Bretagne à l'époque et on va dire que les contenus qui étaient proposés, bah, me convenaient pas. J'ai fait le pont chinois en Chine où c'était, bon ça c'était en 98, je suis partie 1 mois en Chine, donc à 12 ans. Heu, Au niveau du ping, il y avait rien à dire et après on devait renouveler le contrat pour 2 fois 6 mois et là c'était trop pour Mmh. moi. Et du coup j'ai arrêté et pareil je devais rentrer,
au pôle France de Nantes après ce cursus-là et ça fonctionnait pas pour moi et pour mon caractère. Donc du coup, je suis pas rentrée dans cette structure parce qu'en fait, quand on voit toutes les filles de ma génération, elles ont tout arrêté. Parce qu'il y a un côté où on s'entraîne énormément, on est à 20 heures de ping par semaine et c'est trop quoi. Aujourd'hui, le ping français, je pense, a vraiment beaucoup évolué, en tout cas dans les structures. Ils sont plus sur l'autonomie des athlètes, les construire en tant que personne, pas tout le monde dans le même moule. Et ils sont plus sur l'individualisation aussi et gérer le cursus scolaire à côté, quoi. Et on va dire que la politique française, jusqu'encore il y a pas très longtemps, le double projet, pardon, ils voulaient pas trop en entendre parler, quoi. Sauf que nous, en féminine, on peut pas gagner notre vie avec le tennis de table et on est obligé de se construire en tant qu'adulte, quoi. Et savoir ce qu'on veut faire à côté du tennis de table et c'est une force. Mais, mais je pense que on peut devenir assez fort en n'ayant connu que les structures club. Et pareil, en Ouais, cherchant les ouais. informations, en tournant. Je me suis beaucoup entraînée avec les garçons. J'ai eu la chance de tourner sur différents clubs bretons où les gars évoluaient en National 1 et du coup, enfin, j'avais du répondant en face, quoi. Donc, enfin, ouais, j'ai toujours réussi à m'entraîner comme il fallait. Ouais, bah c'est top en même temps de pouvoir faire ça. Et comme tu dis, heureusement que ça a évolué. Alors, Oui, il y a un épisode qui est pas paru malheureusement, mais j'en ai parlé beaucoup avec Gany Alous, qui est donc directeur à l'INSEP. oui, Et c'est vrai qu'il me disait qu'il y a eu vraiment, maintenant, c'est en train de changer. On essaie vraiment d'entourer les athlètes. Lui, il me parlait oui, beaucoup aussi de Teddy Riner parce que c'est un exemple pour l'INSEP qui a réussi pas mal ses études et qui a réussi aussi oui, il a réussi le double process, en gros, on va dire. Et c'est vrai que c'est oui, bien d'être entouré de tous les côtés et de pas avoir que le côté sportif finalement et de penser, comme tu dis, à ta vie perso aussi et ta vie pro ouais, après c'est pour le ça, futur parce que le sport ça s'arrête au bout d'un moment. Euh, exactement. et juste pour faire transition avec la partie plus coaching qu'on abordera tout à l'heure, Oui, justement, tu abordé ta carrière, j'avais vu une vidéo, tu abordé ta carrière et que tu regrettais plusieurs choses justement comme le manque d'accompagnement avec très peu de conseils pour appréhender des matchs oui, dans des salles combles où tu disais que tu avais mm, une timidité, c'était dur d'aborder ta timidité là-dedans, oui, et qu'il n'y avait pas ce côté-là qui était abordé pendant les entraînements et pendant la préparation. oui. Comment justement tu aurais voulu qu'on t'accompagne à ce moment-là? Et est-ce que tu penses que ça a évolué, ces choses-là? Est-ce que tu essayes, toi, de les aborder au sein de la Fédération française handisport? Oui. Alors, en effet, quand j'étais en équipe de France, on s'entraînait énormément. Euh, Ouais, ne plus savoir la personnalité, enfin, qui on était, comment on jouait. On était vraiment formaté, on va dire. Et le truc, c'est que il y a eu énormément de très bonnes joueuses qui sont passées au fil des années. Je parle au niveau senior, hein. Et en fait, il n'y a jamais eu de passage de témoin entre les seniors et les plus jeunes qui intégraient l'équipe de France. Euh, Moi, j'ai chopé les informations avec les joueuses que j'ai eues à Quimper au niveau pro, où c'était des très très bonnes joueuses. On a eu une ancienne joueuse en équipe de France et du coup, je discutais beaucoup avec elle, elle me donnait beaucoup d'informations. Mais comment dire, on va dire que c'est au compte-gouttes et on n'a jamais eu d'intervention sur comment appréhender un championnat du monde, comment appréhender un championnat d'Europe, même si en catégorie jeune tu as eu des grands événements. En senior, c'est une autre ouais, ça n'a rien à dimension. voir. Ça n'a rien à voir. Et au final, euh, ce passage d'information, on l'a pas vraiment eu, quoi. Et le problème en équipe de France, c'est que on est sur des sièges éjectables et si on se foire sur une compète, on n'est pas trop sûr de continuer. Donc du coup, on veut bien faire et, euh, et au final, au niveau de la confiance, c'est vraiment très compliqué. Euh, Moi, j'ai eu pas mal de préparateurs mentaux qui ont essayé de travailler avec moi et enfin moi qui ai voulu travailler avec eux. Mais on va dire que c'est beaucoup moins développé. C'était beaucoup moins développé à l'époque, quoi. C'était des étudiants en master qui avaient besoin d'un stagiaire et moi, j'étais assez ouverte à la chose, donc c'était super. Mais mais je pense qu'il ouais, faut avoir un gros mental. Et moi, vu que je suis quelqu'un sur l'émotion et les sensations, j'ai besoin que l'environnement soit hyper sain
Et à l'époque, ben, en tout cas, mes 3 années en équipe de France, c'était compliqué. Évidemment, quand ça s'est terminé, j'avais compris beaucoup de choses et j'ai continué à sortir sur les compètes internationales et je me sentais chez moi. Mais avant de me sentir chez moi, il a fallu beaucoup de temps, on va dire. Donc ça, c'est propre à chacun, mais l'accompagnement des athlètes est vraiment important sur la partie psychologique et surtout au niveau des féminines. Ouais. Et justement, est-ce que ça t'aide du coup cette timidité, on va dire, pour déceler maintenant en tant que préparatrice euh, au sein de la FFH, ça te permet Oui, de déceler, on va dire, les athlètes où tu remarques un peu plus les athlètes qui sont dans ton caractère, qui sont dans ton caractère que tu étais. ouais. Et est-ce que Oui, ça t'aide à les accompagner? ça joue beaucoup parce que bah, on connaît quand même bien nos athlètes. Et du coup, quand on voit leur comportement sur les compétitions, euh, on on a beaucoup, enfin, on a une approche où on communique beaucoup avec eux. Et, euh, et par exemple, bah, avec les féminines, c'est essayer de dédramatiser l'événement. On en parle en amont. On essaye de mettre en place des choses pour leur dire que l'environnement, il ne change pas. La table, c'est toujours la même chose. La balle, c'est des fois, on fait toute une montagne d'un événement important, mais au final, ils s'entraînent pour être performants le jour J et faire la chose qu'ils aiment le plus, ou en tout cas où il y a un objectif de performance. Et c'est vrai que je pense qu'on est beaucoup sur la communication et beaucoup à l'écoute, et ça, c'est vraiment important. On a la chance d'avoir Carole Grundisch qui fait une formation en prépa mentale, qui accompagne les athlètes aussi. On a le service paramédical avec les kinés et les ostéos, bah pareil, qui sont vraiment très forts sur l'écoute des athlètes et sur, comment dire, avant la chambre d'appel, remettre les bases, parce qu'ils se connaissent vraiment bien avec les athlètes, et du coup, je pense que c'est une force qu'on a au sein de la FFH. Et c'est top. Et alors toi, Ouais, justement, ton rôle au sein de la Fédération française handisport, c'est quoi? Tu t'occupes de plusieurs athlètes ou de toute l'équipe, uniquement de quelques joueuses? Comment ça se passe et quel est ton rôle, on va dire? alors moi je suis un peu le couteau suisse. Ok. J'ai un comment dire, depuis 3 ans, je m'occupe personnellement de tout comme Kasum Fu, où on travaille ensemble, plus sur la partie individuelle. Pareil, depuis 2 ans, en lien avec le club de Nîmes, je suis Fanny Bertrand. Et sur la prépa physique, je travaille avec Matteo Boyas depuis 1 an et demi. Et au sein de la FFH, au début, je relançais les athlètes. Et aujourd'hui, je suis plus dans l'entraînement, que ce soit fauteuil ou debout. Et en parallèle de ça, j'essaye d'apporter la prépa physique. Donc, on essaye d'optimiser, de faire au mieux les choses pour qu'ils aient un maximum d'informations et qu'ils soient performants. Bah, alors justement, tu m'as fait finir deux questions là avec Oui, ce que tu as dit. On abordera la partie musculation juste après, mais avant, tu disais donc, tu viens de dire, je m'occupe des athlètes donc debout et en fauteuil. Donc en oui, tennis de table, en e-sport, justement, bah, c'est plus, on va dire, complet, je vais dire, qu'en tennis de table valide, puisqu'il y a plusieurs handicaps, du coup, il y oui, a plusieurs façons de faire. Il y a aussi le tennis de table fauteuil, comme tu as dit. Donc concrètement, les entraînements, comment ils sont mis en place? Est-ce que déjà ils s'entraînent ensemble? C'est mixte au niveau des handicaps? oui. Et comment ça se passe un entraînement de tennis de table fauteuil par rapport à un tennis de table debout? Quelles sont les similitudes, les différences, tu vois? Ok. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a beaucoup de regroupements dans l'année. On a un stage par mois, soit un stage national, donc souvent on est à la maison du hand. On a vraiment des conditions pour évoluer qui sont top. Quand on est à la maison du hand, la salle est séparée en deux. D'un côté les fauteuils, d'un côté les debout. Il y a le responsable debout, le responsable fauteuil et les entraîneurs qui coordonnent avec les responsables les entraînements. On fait des entraînements en commun. Il y a un entraînement physique qu'on fait à tous les stages nationaux, où là on est sur 5 blocs de travail physique et 5 blocs de travail
technique au ping qu'on répète 3 fois. C'est, on va dire, de la haute intensité au ping, et ça fait travailler les deux groupes, fauteuil et debout. Je suis désolé de Ensuite, te couper. ouais. Les 5 blocs, est-ce que tu peux m'en parler plus des 5 blocs? Justement, c'est quoi ces 5 blocs de prépa? En fait, c'est au panier de balles où les entraîneurs distribuent sur 5 exercices différents, assez physiques, les balles. Ça dure 1 minute. Pendant ce temps-là, euh, ils tournent les athlètes et ils sont au physique pendant qu'il y en a qui travaillent au ping, il y en a qui travaillent au physique, et ainsi de suite. Ils tournent, en fait. Il n'y a pas vraiment de break. C'est une séance qui fait aller chercher assez loin mentalement pour tenir. Enfin, il faut chercher assez loin mentalement pour tenir. Et, euh, et souvent, les athlètes se surpassent, quoi. C'est l'objectif recherché. C'est comme du fractionné pour la course un peu. Ouais, c'est un peu ça, ouais, ouais, carrément. C'est pas une Et séance les 5, allemande, et comme tu donc dis, voilà. les exercices techniques qu'ils font au tennis de table, du coup, c'est quoi comme type d'exercice pour aller plus profondément dans le truc? Là, souvent, les entraîneurs envoient des balles à plat, mais à un rythme vraiment soutenu, dans des zones prédéfinies à l'avance. Ok. On va dire que les athlètes travaillent plus la capacité réflexe, en fait, et la vitesse. Euh, et là, on est moins sur la construction qu'on peut mettre en place sur d'autres exercices, quoi. Ok. Ok. Donc là, c'est physique et on va dire répétition sur ces 5 blocs Oui, c'est ça, ouais. en, en fractionné, on va dire, et puis pour se Ouais, dépasser, quoi. c'est ça. Ok. Et ensuite, on a des fois des séances communes où les debout vont jouer sur les fauteuils, ou les fauteuils jouent avec les debout. Ensuite, c'est difficile, comment dire, vu qu'ils n'ont pas les mêmes handicaps. On va dire que les fauteuils, il y a des règles différentes par rapport aux debout. Rien qu'au niveau du service, on n'a pas le droit de servir petit côté. En debout, on Ok. peut servir sur toute la table. En fauteuil, on va dire qu'ils peuvent jouer presque 6 heures par jour aussi. Ils ont un très gros volume d'entraînement. Euh, Aujourd'hui, on essaye de réduire un petit peu plus pour être vraiment sur la qualité. Et en debout, ça dépend de leur handicap, quoi. Et on est vraiment sur l'adaptation et l'individualisation. Ok, et donc si je résumais la différence, alors peut-être que tu vas me dire il y en a d'autres, mais pour l'instant, d'après ce que tu m'as dit, la différence que je vois sur les règles en tout cas, c'est ce que Ouais, j'allais te poser comme question. Les règles différentes, c'est que tu n'as pas le droit de servir du coup en fauteuil dans le petit côté, donc c'est-à-dire en dehors de, on va dire de la parallèle quoi, de la table quoi. exactement, ouais, c'est ça. Euh, et est-ce qu'il y a il y a d'autres règles différentes ou après c'est exactement les mêmes règles qu'on peut avoir Euh, en valide et Tout est pareil, sauf que en double, en debout, on doit prendre la balle chacun son tour, peu importe où elle est sur la Mhm. table. En fauteuil, chacun est placé dans sa diagonale. Enfin, chacun est sur son côté, et ils bougent pas. Enfin, ils peuvent toucher Ok, la balle 3 fois d'affilée, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà. ok. Top. Bon, du coup, ça nous donne un petit environnement de comment ça se passe. Et du coup, maintenant, pour parler, j'en reviens à ce que tu m'avais dit sur la précédente question, la musculation. Du coup, Oui. j'imagine qu'elle doit être différente que par rapport à d'autres sports parce qu'il faut être quand même rapide. Alors, j'imagine que c'est pas de la force brute et avoir énormément de force, mais l'idée, c'est plutôt d'avoir des muscles qui soient rapides. Oui. Ou peut-être que tu vas me dire le contraire, hein, peut-être qu'il faut de la force brute aussi, mais concrètement, c'est quoi que tu vas aborder comme prépa physique avec les athlètes? Si tu peux me dire un peu dans le détail, qu'est-ce qu'il faut comme type de muscle, quel exercice tu travailles avec eux? Ce qu'il faut savoir sur le tennis de table, c'est que c'est vraiment un sport nerveux. Donc, il faut garder sa rapidité de geste, sa vitesse de bras. Euh, et du coup, dans les entraînements en prépa physique, il faut trouver l'équilibre entre garder sa vitesse d'exécution et pas être trop lourd, entre guillemets, ce qu'on peut ressentir avec la musculation. Moi, je l'ai testé sur moi parce que je fais pas mal de crossfit, et on va dire que il y a une période où je me suis beaucoup entraînée au crossfit et mon système de jeu a complètement changé. Euh, J'avais vraiment perdu ma vitesse de bras. J'étais congestionnée, quoi. Et Ouais, du coup, il faut trouver l'équilibre entre être fort, parce que les matchs s'enchaînent, pardon. La balle a grossi aussi au tennis de table, donc
Euh, L'implication physique est vraiment importante. Et en même temps, C'est-à-dire la balle a grossi? là, on est sur une balle plastique de 40 mm. Auparavant, il y D'accord. a 15 ans, c'était du celluloïd et elle faisait que 38 mm. Donc, on était vraiment. Et là, ils sont en train de ralentir Ah, le jeu pour je que ce soit. savais même pas que ça grossit, là. Ok. On est, on est sur le visuel, en fait, pour que ça soit mieux retransmis à la télé. Et du coup, bah, les joueurs doivent s'adapter à ça. Et justement, je pense qu'aujourd'hui, la prépa physique est beaucoup plus importante et beaucoup plus présente, que ce soit en valide ou en handi. Ce qui est important pour moi, c'est, vu que c'est un sport asymétrique, c'est que les athlètes essayent de... On ne pourra jamais rééquilibrer, hein, mais travaillent sur les épaules, en fait. Du coup, on est sur plus de la prophylaxie et que les athlètes s'écoutent et fassent le travail nécessaire pour au moins faire le renfort nécessaire au niveau du haut du corps. Et ensuite, pour comment dire, parce que les athlètes se connaissent bien. À côté, ils ont leur préparateur physique aussi. Donc du coup, soit on continue le programme qui est effectué avec leur propre prépa physique, soit on est sur avec les kinés sur des exercices spécifiques en fonction des pathologies. C'est vrai, Ok. pareil, c'est toujours sur l'individualisation. Ouais, bien sûr. Et du coup, comme ce dont tu te parlais là, alors j'ai pas retenu le mot, je suis navré, la Prophylaxie, pardon. Ouais, C'est tout ce prophylaxie, ça qui consiste en quoi? bah, santé, bien-être, protéger ses articulations, ses muscles, parce qu'on est un sport asymétrique en fait. Du coup, il y a un déséquilibre qui se crée naturellement. Hein, si aujourd'hui, enfin comment dire, quand moi j'étais plus jeune, on pouvait être plusieurs potes à marcher dans la rue, on avait tous l'épaule droite qui tombait parce qu'on faisait du ping-pong quoi. Ah ouais, c'est fou. Aujourd'hui, Ouais. on essaye de rééquilibrer ça et que bah, surtout les athlètes en prennent conscience parce que on est un sport à répétition et c'est éviter tout ce qui est TMS, tout ça quoi. Parce que la Ouais, et tendinite puis fait ça peut créer partie des de, problèmes. Ouais. ouais, voilà, Ça- c'est ça, des conflits et du coup, bah, franchement, avec toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui et avec le petit matériel et avec bah, les kinés, on essaye de faire attention à tout ça quoi. Ouais, c'est top. Et puis oui, comme tu disais, c'est pour pas créer de problématiques comme les tendinites ou même des problématiques, j'imagine, de dos après pour la suite qui peuvent finalement, au C'est final, on s'en ça, rend pas compte, mais à long terme, qui peuvent endommager finalement une carrière même parce que exactement. Ouais. blessure sur blessure, c'est difficile de C'est ça, continuer. c'est le Euh, protéger, ouais, au maximum. Ouais, complètement. Alors, je voudrais aborder un autre point, c'est l'équilibre, parce que j'ai vu que tu avais abordé ça aussi dans d'autres interviews, c'était d'aborder l'équilibre d'un athlète en préparation et en repos. Euh, Justement, c'est quoi l'équilibre entre le bon équilibre entre repos et préparation avant une grosse échéance? C'est Oui, peut-être pas assez clair ma question, c'est combien tu conseilles tu vois, aux athlètes des jours off avant une compétition, combien il faut en prendre? oui. Est-ce qu'il y a pas une peur du manque d'entraînement avant, une culpabilité de dire ah, je me suis pas entraîné 2 jours avant, tu vois, que- comment ça se passe concrètement le ratio entre repos Bah, et préparation? moi, ce qui m'impressionne en e-sport depuis que je travaille avec eux, c'est que les athlètes se connaissent en fait. Alors, il y en a qui auront besoin d'un gros volume d'entraînement avant les matchs. Direct avant la compète, ils vont s'entraîner jusqu'au dernier jour. Et il y en a d'autres qui vont s'entraîner moins, qui ont besoin de plus de repos. Et je trouve que c'est ouais, c'est impressionnant les connaissances qu'ils ont par rapport à eux-mêmes que nous on avait, enfin que moi en tout cas j'avais pas forcément en valide et où je me disais fallait que je m'entraîne pour être prête, sauf que ben, aujourd'hui avec le recul, on sait que le repos c'est là où si on se repose bien en tout cas c'est là où on assimile tout ce qu'on a travaillé en amont et on arrive frais à la compétition quoi. C'est comme les athlètes avant un marathon, la semaine avant le marathon, ils vont faire un ou deux footings tranquillou pour faire du jus, quoi. Et ça, c'est vrai que moi, je l'ai compris très tard dans ma carrière et c'est bien dommage. Et ensuite, c'est mentalement être prêt aussi, quoi. C'est s'ils ont fait le travail nécessaire au niveau de leur ping, c'est l'envie et la motivation pour performer
sur cette compétition, quoi. Et c'est l'aspect gagne qui doit être vraiment ancré dans leur tête. Et, euh, et ça, bah, c'est propre à chacun, c'est chacun a son fonctionnement, mais je trouve qu'ils sont assez justes par rapport à ça, en tout cas à la FFH. C'est très cool, comme tu dis, qu'ils se connaissent. Mais Oui, et du coup, comment t'as... Alors, j'imagine que cette culpabilité dont je parlais de ne pas s'entraîner oui, c'est juste ça. avant, Ouais. finalement, en fait, tu la travailles avec le mental et tu te dis, bon, bah, si je suis prêt mentalement, tu sais que normalement, t'es pas coupable. Mais est-ce que toi, ça t'est arrivé justement d'avoir cette culpabilité de me dire la veille j'en sais rien, la veille d'une préparation, de te dire, bon, bah, je vais me faire l'exercice, par exemple, des 5 blocs dont tu parlais tout à l'heure et de C'est ça. t'entraîner à bloc parce que tu dis il faut que je sois prêt, il faut que je sois prêt, il faut que je sois prêt. Oui, je l'ai Euh, fait. Est-ce qu'il y a ce truc de culpabilité, ouais. Oh, complètement. Surtout dans le fonctionnement à l'époque, quand j'étais en équipe de France, oui, on s'entraîne comme des machines. Et moi, je me rappelle quand j'arrivais au club à Quimper, l'entraîneur, pardon, à chaque fois, il me disait, mais je joue comme un robot et j'avais plus ma personnalité. Moi, j'ai un côté, on va dire, artistique et je propose pas forcément les mêmes choses que mes adversaires. Et ça, je l'avais carrément omis. Et par exemple, on avait match le mardi, je m'étais entraînée toute la semaine et bah, le samedi, j'allais m'entraîner au ping, le dimanche, j'allais courir, le lundi, on s'entraînait et mardi match. Et j'arrivais, mais explosé, quoi. Et bah, tout ça à cause de ce sentiment de culpabilité, de pas bien faire. Et au final, bah, au niveau de ta vie sociale, au niveau de ton repos, de ton organisme, t'es pas bon, quoi. Enfin, je parle personnellement, quoi. Et justement, je trouve que à la FFH aujourd'hui, les athlètes, ils ont tous bah, leur propre fonctionnement, comme j'ai dit tout à l'heure, et il y en a qui vont s'entraîner 3-4 fois dans la semaine au ping, 2 blocs de prépa physique, du repos le week-end, et ainsi de suite, quoi. Après, ils ont une semaine à bloc Mhm. d'entraînement avec nous. Il y en a d'autres qui vont s'entraîner au ping toute la semaine, pendant 2 semaines, un bloc de break total, que du physique, donc c'est vraiment propre à chacun, mais c'est super intéressant, quoi. C'est vraiment enrichissant de travailler avec eux. Ouais, c'est top. Bah, ça a l'air en tout cas d'après ce que tu me dis. Euh, je voudrais aborder un point qu'on a vu au tout départ. Tu me disais justement que la priorité avant était mise surtout sur les juniors à défaut des seniors, on va dire. Et je voudrais justement aborder ce point. On en a parlé, bah, tu vois, avec bon, la Chine et même en France, il y a une pression, j'imagine, qui est assez énorme, qui était en tout cas assez énorme sur les jeunes, qu'on les Mm. prenait très tôt et on leur mettait une pression énorme sur les épaules. J'en ai parlé d'ailleurs avec Jeff Picard. L'épisode n'est pas encore Oui. sorti, mais je pense que quand l'épisode sortira de nous, il sera déjà sorti, l'épisode de Jeff Picard, qui Ok, s'occupe de l'élite en e-sport en ski. ok. Il me parlait de laisser un peu plus libre les jeunes et que ça leur ouvrait Oui, l'esprit, ça leur ouvrait, comme tu parlais tout à l'heure, bah, justement de la créativité et des choses exactement. qui pouvaient justement changer par rapport à d'autres athlètes d'autres pays. C'est cette créativité qu'on a. Est-ce que tu penses la Exactement. même chose? Est-ce que tu penses qu'on met trop de pression peut-être sur les jeunes et qu'il faudrait leur laisser plus d'ouverture? Comment dire? Le truc en France, c'est que depuis toujours, on a eu énormément de médailles sur les championnats d'Europe. On est vraiment très performant jusqu'à la catégorie junior. Et le passage junior-senior est très compliqué. Donc la majorité des filles arrêtent, alors qu'elles ont performé hein, durant leur jeune carrière. Et je pense que la base, l'enseignement est très bon, mais c'est la passerelle entre junior et senior que pour l'instant on n'arrive pas à trouver le bon fonctionnement. Et, euh, et l'environnement jusqu'à la catégorie junior, il n'est pas le même qu'en senior, quoi. En senior, on entre dans dans une arène où c'est des loups, quoi. Mhm. Et quand on performe en jeune et qu'on a des médailles, qu'on arrive sur notre première année senior et qu'on gagne pas un match en senior, ou très peu en tout cas, bah on comprend pas, quoi. Parce qu'avant je faisais des médailles, j'étais dans les meilleures, et aujourd'hui je suis senior et je vais perdre une fille qui est 300 mondiale, qui vient euh, bah, du Brésil, et je comprends pas ce qui se passe, quoi. Du coup, tu me disais que, euh, que donc le passage entre junior et senior était très difficile et que ça se faisait pas, Ouais, que ça se faisait difficilement en tout cas pour le moment. oui. Ouais, et du coup, bah, il faut que, en tout cas, la Fédé, les entraîneurs trouvent la bonne mayonnaise pour que ça prenne et qu'on arrive à performer et à durer dans le temps au niveau senior. Et qu'est-ce que tu penses, toi, si c'est ton propre avis,
Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que tu... C'est dans la continuité de ce que tu as dit par rapport à l'entraîneur de ski. Je pense que si on se connaît en tant que personne et après en tant que jeune adulte, qu'on a d'autres choses en dehors du tennis de table ou de notre sport, on arrive à avoir un équilibre dans notre vie, quoi. Et ça peut être au niveau des études, au niveau de sa vie perso, et c'est de s'enrichir de plein de choses. Enfin, pour moi, après il y a des athlètes qui peuvent faire que du ping-pong et ça leur va très bien, mais je trouve que pour avoir du recul sur soi-même euh, et être performant, euh, c'est important de faire des études à côté, de pas connaître que le tennis de table, et on apprend avec les différentes expériences de la vie, quoi. Et, euh, et être que monotage, pour moi, c'est pas suffisant, en tout cas pour être dans les meilleurs mondiaux. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis, comme on l'a dit, je le répète encore, je pense que dans plein de sports, pourquoi on arrive à être dans des meilleures nations dans beaucoup de sports, c'est que c'est souvent, on le voit, cette créativité, c'est ce petit truc qui va faire en plus C'est ça. qu'on performe. Et c'est ça qui est assez cool. Euh, Justement, tu parles de l'à côté. Ouais. Euh, J'aimerais parler justement de l'absence de vision à long terme pour les athlètes, parce que c'est vrai que c'est Oui. difficile quand on commence une carrière où on n'a que ça dans sa vie, comme tu dis, 20 heures, 30 heures de Oui. sport par semaine. Toi, tu l'as anticipé comment, ton après-carrière? J'ai vu que tu as passé ta licence TAPS pendant ta carrière, Mm. en étant préparateur physique et coach. Est-ce qu'on t'avait conseillé de le faire? Est-ce que tu avais pensé à autre chose que le sport? Et comment maintenant sont entourés les athlètes? Est-ce qu'ils sont entourés pour l'après-carrière? Est-ce qu'on les entoure pour l'après-carrière? Me concernant, le ping a toujours été super important, mais de toute ma vie, j'ai toujours voulu être prof de PS. Donc du coup, j'ai orienté mes études à la fac de sport. J'ai eu de la chance. J'avais des copines qui étaient en fac de sport et du coup, ça s'est fait, on va dire, naturellement. Et je trouve que ça a été une force parce que du coup, en termes d'organisation, on doit trouver le temps pour s'entraîner dans la journée, gérer nos études, gérer les compètes. Euh, et c'est une force pour plus tard parce qu'on doit avoir une certaine rigueur. Et par exemple, les soirs de match où tu te prends une pilule et que le lendemain matin, tu es à 8 heures à l'amphi avec tes potes et qu'elle te parle pas ping-pong et qu'elle s'en fiche que t'aies gagné ou perdu, ça fait vraiment du bien, quoi. Parce que les femmes, de manière générale, on a tendance à exagérer un peu les défaites et à remettre tout en question, quoi. Et du coup, le fait d'avoir autre chose à côté, ça permet de dédramatiser et repartir sur un autre objectif, quoi. Ok. Et toi, est-ce que tu t'essayes justement par rapport à ça, d'en parler avec les athlètes à la FFH et d'en parler autour de toi, essayer de voir si elles ont prévu des choses pour leur après-carrière, tu vois, justement Oui, le truc, c'est que de nous, les avec conseiller? la FFH, ils ont déjà un certain âge quand même, les athlètes. Au Mhm. niveau des jeunes, évidemment, on pousse pour qu'ils fassent études et ping et trouver l'équilibre là-dedans, quoi. Euh, et c'est juste une bonne organisation, mais tout est possible. Et les athlètes qui handisport, on essaye pareil de leur apporter des choses en dehors de leur vie pour méditer, aller prendre l'air, aller marcher dans les bois, enfin, faire des choses peut-être qui cassent leur routine en fait pour que ça les aide dans leur propre pratique. Mais bon, comme je dis, c'est déjà Ouais. des athlètes qui se connaissent plutôt bien, donc ils savent ce qu'ils ont à Ouais, faire. c'est bien. Et puis, ils ont l'air d'être pas mal entourés. Oui, J'ai- Et la nouvelle aussi, cette cellule aussi autour, cette cellule sportive de haut niveau qui est créée à la Fédération française handisport, qui est très très cool, où la oui, Fédération française handisport s'inscrit, ça entoure vraiment les athlètes. Et comme tu disais, ça leur permet exactement. aussi d'avoir une individualisation aussi de chacun et que ça soit pas une Ouais, et machine puis à robots. exactement. Et puis la chance qu'ils ont aujourd'hui, c'est que avec tout ce qui est, comment dire, réseaux sociaux, l'armée des sportifs, comment dire, ils ont peut-être aujourd'hui moins le stress financier aussi. Du coup, ils peuvent se concentrer un peu plus sur leur carrière et organiser les choses pour performer sur les grands événements. Et c'est vrai qu'il y a 10-15 ans, on parlait très peu du handicap
Et aujourd'hui, on va dire qu'ils sont plus mis en lumière et c'est trop bien, quoi. Les choses avancent et Ouais, ça fait vraiment plaisir. ouais, complètement. Complètement, ça avance dans le bon sens. Oui, J'ai une dernière question, du coup, une dernière partie, pardon, pas dernière ouais, question, mais une dernière partie avec 3 questions que je pose habituellement. Il y a une première question, c'est la question pratique. La question pratique, du coup, ça va être comment bien se matcher. Donc, est-ce qu'il y a un truc, est-ce que bien se matcher, c'est rapide, est-ce que c'est fort, est-ce que c'est les deux, et comment s'entraîner pour bien se matcher, quoi. Par exemple, pour moi, si j'arrivais devant toi et je te disais, Emmanuel, j'ai envie de mon smatch, ah, c'est vraiment le il est smash, le nul. geste. OK. Ouais, vraiment le geste du smatch, il est nul, j'arrive pas à se matcher, il est lent. Comment je smatch bien, comment je OK. m'entraîne pour bien se matcher. Bah, déjà, l'erreur qu'on fait tous, quand on voit une balle haute qui arrive, c'est de se jeter sur la balle et de pas prendre le temps. Parce qu'on se dit: «C'est le coup terminal et je vais envoyer de toutes mes forces», sauf que le timing, il est pas bon. En fait, il faut laisser la balle rebondir, qu'elle monte au niveau de l'épaule à peu près et mettre l'implication de notre corps vers l'avant et que comment dire? La vitesse de bras, enfin, pardon, que qu'on frappe à plat la balle avec cette vitesse de bras et cette implication du haut du corps, quoi. Mais souvent, on va se jeter comme un affamé sur la balle et on va mal toucher la balle et elle va aller dehors à 12 mètres et on va vraiment pas être bon, quoi. Alors là, je parle pour les debout et en fauteuil, bah, c'est un tout autre fonctionnement parce que les ballots, c'est vraiment problématique parce qu'ils peuvent se faire lober. Il y a un coup technique qu'on n'a pas en valide et en debout, c'est la chandelle. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu un match de fauteuil, mais les garçons et les filles ont une capacité à faire des chandelles. Ça veut dire que la balle elle monte très très haut. Elle a un effet rétro et elle vient se caler derrière le filet et c'est presque impossible de toucher la balle. Ah Et ouais, ça, c'est je vraiment vois très très bien. ouais. Du coup, c'est horrible, mais c'est magnifique à voir. Et du coup, bah, impossible à se matcher, à moins de se jeter sur la balle là où il faut. Mais s'ils n'ont pas d'abdos, bah, c'est compliqué, quoi. Mais c'est vraiment intéressant à regarder. Ouais, et puis il doit y avoir, du coup, j'imagine, d'après ce que tu dis, beaucoup plus. Alors, euh, c'est différent en tout cas, mais ça doit être beaucoup plus dans l'effet, du coup, les matchs de Oui, handisport, fauteuil, parce que oui. Ouais, c'est très justement, on doit gérer, stratégique. tout comme tu dis, tous ces. Ouais, voilà, ça, très Ouais. stratégique. Ouais, c'est Dès le hyper intéressant. service. Ouais, c'est génial. C'est des échecs, hein. Vraiment. Mais ouais, bah, complètement, Mm, complètement. mm. Bah, j'ai Ouais. hâte de voir ça. On le verra beaucoup plus au Cet JO été, cet ouais. été, Oui, j'espère. Ouais. ouais. J'espère aussi. Euh, Donc merci pour ces conseils, j'essaierai de les mettre en application aussi. Ta routine avant ou après une compétition, un événement important. Est-ce que tu avais une routine? Est-ce que tu as une routine Oui. avant une compétition? J'en ai eu plusieurs. Et moi, c'était de m'isoler dans les vestiaires, mettre de la musique. Je suis quelqu'un qui, comment dire, je suis une fausse calme. Du coup, c'était essayer de me décharger de cette énergie pour arriver plutôt zen à la table parce que je suis un vrai, comment dire, à l'époque, j'étais une boule d'énergie. J'avais du mal à me canaliser. Et aujourd'hui, bah, c'est vrai que là, je m'entraîne moins, mais j'ai l'impression que mon ping, il est meilleur parce que bah, mentalement, j'y suis un peu plus. Enfin, meilleur. Je sais pas s'il est meilleur, mais en tout cas, je suis beaucoup plus zen dans l'approche des matchs. Et aujourd'hui, je me conditionne en faisant de la visualisation, en imaginant les points, les 7 à 11. Et avec mes capacités, je suis quelqu'un qui a beaucoup de services, une gamme de services importante. Et du coup, je revisualise ça. Et je suis plutôt en paix avec moi-même par rapport à l'approche des matchs. Et Ouais, quand tu abordes, tu as déjà visualisé tout ça et quand tu c'est abordes une ça. compétition, bah, c'est beaucoup Et plus puis, simple et bah, le limpide, quoi. côté gagner, en fait. Vraiment être dans sa tête, se programmer pour gagner. J'ai regardé il y a pas très longtemps euh, le petit film sur Tony Parker et lui, il a dit, mais c'est la gagne, quoi. Son moteur, c'est ça. Peu importe qu'il soit en équipe de France ou avec son équipe aux États-Unis, c'était gagner, gagner, ramener des trophées, quoi. Et je pense qu'il y a un moment donné, quand on s'entraîne beaucoup, des fois, on oublie que bon, on s'entraîne pour ça, c'est gagner, quoi. Et c'est pas le beau geste. Et moi, je pense qu'à un moment donné dans ma carrière, j'étais plus sur le beau geste et bien faire les choses et pas aller au bout du truc, quoi. Sauf que bon, on s'en fiche de.
n'y a pas de point de grâce comme en gymnastique ou en danse. Ouais, bien sûr, ouais. Ouais. Bah, mais c'est vraiment ça. Oui, ceux qui l'ont pas vu, il faut aller le voir, ce reportage sur Netflix avec Tony Parker, parce que Ouais. c'est vraiment super instructif aussi Ouais, pour tous, quoi. carrément. Ouais, bah c'est très cool comme routine, comme tu disais. Et la visualisation, justement, j'en parlais avec Anaël Malherbe sur un des épisodes du podcast, je crois que c'est le 7e. Oui. Si tu veux, tu pourrais l'écouter. Elle est hyper intéressante, elle est préparatrice mentale du coup à l'INSEP. Ok, trop bien. Et c'est vraiment quelque chose qui est, qui est pratiqué et qui est fait pour les athlètes au haut niveau. Et ça aide vraiment en fait à permettre de la visualisation, de savoir ce qui marche pas et de visualiser le moment avant Oui. de le faire. Et c'est hyper intéressant. Ouais, c'est clair. J'ai une dernière question Ouais. habituelle. C'est quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaite se dépasser, repousser ses limites et atteindre son rêve? Si tu avais un conseil ou plusieurs, tu donnerais à une personne qui souhaite ouais, c'est ça, se dépasser, qui souhaite aller au-delà de ses limites Et pour ben, atteindre un rêve olympique, par exemple. croire en soi, bien s'entourer. Il y a toujours le facteur chance aussi dans la carrière d'un sportif. C'est fait de rencontres et des fois il y a des gens qui vont tendre la main et il va falloir avoir la lucidité de la saisir ou pas. Et je pense que c'est ça, c'est vraiment bien s'entourer parce que seul, c'est assez difficile. Et croire en ses rêves et, et tout donner, quoi. Vraiment, c'est pas avoir de regrets, je pense que ça, c'est le plus important, quoi. Vraiment bien s'organiser. Eh ben, merci beaucoup, Emmanuel. Donc, croire en ses rêves et bien s'organiser, bien s'entourer. Et bon, il y a Ouais, un petit peu de facteur chance, comme tu disais, mais des fois, la chance, ça se provoque aussi. exactement, c'est ça. Et, C'est vrai. ouais. Ne pas s'arrêter. Bah, ouais, et pas s'arrêter, ouais. Ouais, Bah, merci beaucoup, Emmanuel, pour cet de rien. échange. Bon Avec courage pour la plaisir. préparation à Tokyo avec l'équipe de Ouais, France de tennis de table merci. Ça handisport. approche. Et puis, ouais. Et puis, à très bientôt. Merci À très beaucoup. bientôt. Merci beaucoup, Ronan. Et voilà, l'épisode est déjà terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que l'épisode vous a plu et inspiré autant qu'à moi. Alors je me répète, mais n'hésitez pas surtout à me suivre sur les réseaux, me faire vos commentaires, vos retours et me donner vos idées d'invités pour les prochains. Sur Instagram, 2 comptes à suivre, donc c'est @lcds comme la clé du succès .podcast.sport et mon compte perso @bronchard-mikhailov. Je suis assez actif aussi sur LinkedIn, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Ensuite, pour convaincre des invités toujours aussi inspirants, j'ai besoin de votre aide pour partager le podcast autour de vous, sur les réseaux sociaux aussi, mettre des notes sur Apple Podcast, vous abonner sur Spotify, plein de choses qui peuvent m'aider et me supporter dans cette aventure du podcast. Enfin, je remercie Salomé Puig et Félix Fatalo qui m'aident pas mal sur le podcast et qui vont permettre à celui-ci d'être écouté de partout. Allez, salut!